Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Plus que quelques jours avant la tenue des législatives au Sénégal, pouvoir et opposition affûtent leurs armes pour cette échéance. Et du côté de l'opposition, justement, la principale coalition présente des candidats très peu connus du public. Nous en parlons dans un instant avec Sedina Abagué, notre correspondant à Dakar. Nous dépendons tous d'un environnement sûr, propre, sain et durable pour survivre. Voilà quelques mots du Premier ministre rwandais ce mardi à l'ouverture à Kigali du premier congrès des aires protégées d'Afrique. Le conflit syrien et la guerre en Ukraine au centre des discussions du sommet entre les présidents russes, iraniens et turcs. La réunion tripartite de ce mardi intervient quelques jours seulement après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Voilà pour les titres. Allons donc au Sénégal pour parler des législatives. La principale coalition d'opposition part sans personnalité politique connue. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est difficile de voter pour de parfaits inconnus. Pour d'autres, l'essentiel est que le régime en place ne gagne pas, peu importe le profil des élus. C'est un reportage de Sedina Abagué, notre correspondant à Dakar. Les images sont de Serigne Dem. Qui de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi ou de celle au pouvoir Benno Bokk Yakaar dirigera l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 31 juillet au Sénégal? Cette question, au centre du débat politique, alimente les conversations à Dakar, comme dans cet atelier de réparation d'auto. Ce sont des humains dotés d'intelligence comme les leaders, donc ils peuvent bel et bien les remplacer. Être député dans ce pays, c'est pas diable. Il suffit de savoir ce que veut la population et défendre ses intérêts. C'est juste ça. Si quelqu'un est un pro de la coalition Yewwi Askan Wi, même s'il ne les reconnaît pas, il peut voter pour eux. Dans la vie, nul n'est indispensable dans la vie. Les partisans de l'opposant Ousmane Sonko semblent peu s'inquiéter de l'absence des leaders de la coalition de l'opposition, dont la liste des titulaires est hors course. Leurs suppléants sont pratiquement inconnus du grand public, mais cela ne gêne pas certains. Je vais quand même voter pour la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, même si je ne connais pas ses candidats. Moi, j'ai confiance en Ousmane Sonko et je pense que lui et les autres leaders ont inculqué les valeurs qu'ils défendent aux autres. Donc, j'ai confiance. D'autres sont totalement contre ce vote basé sur une confiance aveugle en des leaders qui ne seront pas à l'hémicycle. Personnellement, je ne compte pas voter pour une liste où il n'y a pas Sonko et les autres leaders. Je ne le ferai pas et je pense que je vais même boycotter ces élections législatives. C'est la meilleure option. Non, ça va être boycott donc. À cause des erreurs notées par la Direction générale des élections après le dépôt de leur liste, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Aïda Mbodj et d'autres figures de la coalition Yewwi Askan Wi ne seront pas à l'hémicycle pour la 14e législature, malgré la contestation de cette décision administrative. Cependant, pour un bon nombre de leurs partisans, le mot d'ordre est le même, tout sauf Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Sedina Abagué pour VOA Afrique, Dakar. Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré ce mardi le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussé, qui assume une médiation entre Abidjan et Bamako afin de trouver une solution rapide à la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali depuis plus d'une semaine. Selon une note de la présidence ivoirienne, M. Ouattara a exprimé ses remerciements à son homologue togolais Faure Gnassingbé, représenté par M. Dussé, pour les initiatives prises en vue de trouver une solution rapide. Robert Dussé s'est rendu à Abidjan au lendemain d'une rencontre à Bamako avec le président malien de la transition, Assimi Goïta. Ce dernier, qui s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation, avait appelé à une médiation du Togo.
En Éthiopie, malgré une guerre civile en cours et une sécheresse record, la production de blé devrait bondir de 70% cette année. Le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations alimentaires, alors que l'augmentation de la production de blé offre une lueur d'espoir. Des millions d'Éthiopiens déplacés ont toujours besoin d'une aide. Depuis Semera, dans la région Afar, le reportage d'Henri Wilkins, récit Yacouba Ouedraogo. À la périphérie de Semera, une ville de la région Afar, des tracteurs préparent le sol pour planter du blé. Les champs irrigués sont un spectacle rare, mais de plus en plus courant dans la région. Cette volonté du gouvernement éthiopien de planter davantage de blé fera passer la production céréalière de 1,42 million de tonnes l'an dernier à 2,4 millions de tonnes cette année, selon les chiffres officiels. Le gouvernement vise à ce que ce programme couvre toute demande provenant du marché et réduise les importations. Il devrait également offrir des opportunités d'emploi à la population. Je travaillais pour 1900 birres dans un autre programme, mais maintenant que ce programme a commencé, je gagne 3000 birres. L'objectif du gouvernement est d'éliminer la nécessité d'importer du blé d'ici l'année prochaine. Pendant l'année écoulée, nous prévoyons de s'aimer du blé sur 8400 hectares de terre. Nous avons aussi réussi à mettre en œuvre cet objectif grâce à la coopération des efforts conjoints entre le gouvernement éthiopien et le peuple. Nous nous efforçons aussi d'accroître nos efforts et d'augmenter la production. Cependant, le département américain de l'agriculture estime que l'objectif de l'Éthiopie d'éliminer le besoin d'importation l'année prochaine est irréaliste. Le besoin du pays en matière d'aide alimentaire continue persiste. La région Afar n'a jamais été dans une pire situation. Nous avons une situation qui se double entre les effets du conflit et ceux de la sécheresse. Parce que la situation actuelle est que le gouvernement dit qu'en fait 95% de tous les Afars sont en situation d'insécurité alimentaire. La grave sécheresse et la guerre dans la région du Tigré ont laissé plus de 20 millions de personnes dans un besoin selon le programme alimentaire mondial. En plus, les parties belligérantes sont accusées d'empêcher la nourriture d'atteindre les populations vulnérables. La crise en Ukraine a exacerbé les conditions existantes, réduisant les importations de blé, et la Russie a imposé des restrictions sur les importations d'engrais. Cela pourrait rendre la culture du blé plus difficile et plus coûteuse. Des pays comme l'Éthiopie qui ont importé du blé et des engrais sont très durement touchés. Pour ceux qui sont le plus dans le besoin, toute aide, qu'elle soit du blé ou autre, ne peut arriver qu'au bon moment. On l'évoquait hier à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela. Dans une déclaration publiée à cette occasion, l'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield a souligné que la vision du président Mandela se perpétue grâce à des programmes tels que le Mandela Washington Fellowship, qui a investi dans plus de 5000 leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne pour susciter le changement et transformer leur communauté. Le prix Nelson Mandela 2020 des Nations Unies a été décerné à Mariana Vardinoyannis de la Grèce et au docteur Morisanda Kouyaté de Guinée qui s'est exprimé à cette occasion. Suivant. Cette journée commémore une figure humaine éloquente, un homme d'exception, qui a appris au monde des leçons de paix, tolérance et l'amour des autres. Je me réfère à Nelson Mandela. Je me rappelle quand j'étais un jeune homme, étudiant, chaque samedi nous chantions « Libérez Mandela, libérez Mandela ». Aujourd'hui, c'est avec émotion pour moi que je porte le nom de cet homme historique. Plus que jamais, nous avons besoin de Nelson Mandela. Nous avons besoin de l'esprit de Nelson Mandela. Alors que nous sommes confrontés à un monde qui devient une nouvelle menace pour sa propre existence.
Autre sujet d'actualité ce soir, rencontre au sommet ce mardi à Téhéran entre les présidents iraniens, russes et turcs. Il a été question pour les trois leaders de discuter principalement du conflit en Syrie, mais aussi de la guerre en Ukraine et ses retombées sur les économies mondiales. Avec une crise alimentaire mondiale qui se profile à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président russe Vladimir Poutine rencontre donc le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la capitale iranienne Téhéran, dans le but de parvenir à un accord sur la reprise du flux de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Davantage avec Jonathan Spier à Moscou, récit Ginny Niwa. La guerre en Ukraine menace l'accès mondial au blé, entraînant des hausses de prix spectaculaires et des pénuries alimentaires. Les responsables qualifient la situation d'inquiétante. L'Ukraine est le 5e exportateur mondial de blé et l'un des 3 premiers pour le maïs, l'orge et les graines de tournesol. La production de blé en 2021 était d'environ 40 millions de tonnes et de 50 millions de tonnes supplémentaires pour les 3 autres produits. Avant le conflit, l'Ukraine nourrissait le monde. Maintenant, elle a besoin d'aide pour se nourrir. L'Ukraine et certaines sources occidentales ont accusé la Russie d'avoir volé du blé ukrainien et de l'avoir transporté sur le territoire russe, ce que Moscou a toujours nié. La Turquie, voisine influente de la Russie, au sud sur la mer Noire, s'est présentée comme le médiateur clé dans la situation. Et la rencontre en Iran contre la Russie et la Turquie est une nouvelle opportunité pour trouver une solution, selon les experts. Je crois que la seule chose sur laquelle ils seront d'accord est une question relative à l'exportation des céréales. C'est un problème privé et je pense qu'il sera résolu d'une manière ou d'une autre, non sans aucun problème, mais je pense que la Turquie et la Russie sont intéressés par cela. C'est la première rencontre de Poutine avec le président turc depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. La réunion de Poutine à Téhéran intervient après que la Russie a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle n'était pas responsable de la crise alimentaire qui s'annonce ou de l'action militaire en Ukraine. Aux yeux du président russe, cette accusation est le résultat de ce qu'il appelle la russophobie occidentale. J'insiste encore une fois. Le problème ne s'est pas posé aujourd'hui et même pas ces 3 derniers mois. La Russie n'est absolument pas à blâmer pour cela. Contrairement à ce que certains démagogues disent maintenant, essayant de blâmer notre pays pour tout ce qui arrive à l'économie mondiale. La pénurie et l'inflation des produits alimentaires de base sont déjà une réalité, non seulement en Occident, mais aussi en Russie. C'est aussi l'un des facteurs ayant poussé la Russie à venir à table pour parler de la reprise de la livraison des céréales ukrainiennes. Des bus remplis de migrants continuent d'arriver à Washington en provenance du Texas. Ils sont envoyés par Greg Abbott, le gouverneur républicain de l'État, qui estime que le président américain Joe Biden n'a pas fait assez pour sécuriser la frontière sud avec le Mexique. C'est un reportage de Lacopo Louzi. Jean-Roger Billon raconte. D'après les responsables du district de Columbia, plus de 3100 papiers sont arrivés dans la capitale américaine en provenance du Texas depuis le mois d'avril. Les familles demeurent pendant des jours dans l'attente de parents ou bien elles attendent que des organisations caritatives les déplacent vers d'autres endroits ou encore leur procurent des billets de bus pour d'autres villes comme New York ou Chicago. Je ne veux absolument pas qu'ils me donnent quoi que ce soit. Je veux travailler. Si quelqu'un ici à Washington me dit « Je vous offre un toit pour vous abriter et un emploi sûr », je resterai ici. L'un des bus qui est arrivé à Union Station contenait un groupe de demandeurs d'asile vénézuéliens qui ont traversé la périlleuse vallée de Darien entre la Colombie et le Panama il y a plusieurs mois avec de nombreux enfants en bas âge. Ils se sont confiés aux autorités à la frontière américaine. Ces derniers leur ont fait remplir des formalités d'immigration avant de les laisser embarquer dans un bus. Ils attendent maintenant une date de procès. Je suis reconnaissante envers les habitants de Washington. Ils nous ont donné de la nourriture. Même les employés de McDonald's nous ont donné de la nourriture. Les organisations humanitaires comme le Centre de ressources d'Amérique centrale ou CARESEN font ce qu'elles peuvent. Je pense que le problème actuel est le manque de soutien des gouvernements locaux et du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de la population. Parce que nous n'avons pas d'endroit à Washington où nous pouvons les recevoir. Le ministère américain de la Sécurité intérieure n'a pas encore répondu aux requêtes de la VOA
pour des commentaires sur l'afflux des réfugiés dans la capitale fédérale. Mais le gouvernement des États-Unis maintient sa position en matière d'immigration selon laquelle personne ne doit voyager sans un visa valide. La ville de Washington étant débordée, les organisations humanitaires s'occupent d'abord des enfants et des femmes et tentent d'acheter des billets pour que les migrants puissent poursuivre leur route ailleurs. Pour l'instant, personne ne sait si d'autres bus avec des migrants arriveront du Texas, mais les activistes ici à Washington disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que les arrivées s'arrêtent. Autre lieu, autre défi, le Rwanda accueille depuis hier le premier congrès des aires protégées d'Afrique à Pâques à Kigali. Ce grand rassemblement de 6 jours regroupe des délégués de tout le continent et se tient quelques mois seulement avant le sommet de la COP 15 en décembre, lorsque les dirigeants mondiaux visent à adopter un pacte très retardé pour protéger l'environnement des dommages causés par l'activité humaine. C'est un récit de Nanit Talané. Ce premier rassemblement africain est axé sur le rôle des aires protégées pour assurer l'avenir de notre planète. Les participants à cette conférence de 6 jours discuteront de la position des réserves naturelles africaines en tant que moteur de l'économie du continent et du bien-être de ses populations. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a rappelé l'importance de la protection de l'environnement. Nous dépendons tous d'un environnement sûr, propre, sain et durable pour survivre. Il est donc dans l'intérêt de tous que les écosystèmes soient bien entretenus, car les conséquences d'un manquement à cet égard sont graves pour la vie humaine. Le rassemblement de Kigali se déroule jusqu'au 23 juillet et a attiré plus de 2000 participants de toute l'Afrique et d'ailleurs. Les organisateurs soutiennent que l'APAC vise à façonner le rôle des aires protégées et conservées dans la sauvegarde de la faune africaine, la fourniture de services écosystémiques vitaux et la promotion du développement durable, tout en préservant le patrimoine culturel et les traditions de l'Afrique. Un continent si riche en biodiversité, comme le souligne le Premier ministre rwandais. L'Afrique est riche en biodiversité, peut-être la plus riche du monde. Nous avons les plus belles rivières, les plus belles forêts, les plus belles montagnes et une variété d'animaux sauvages que l'on ne trouve que sur ce continent. Nous ne devons donc ménager aucun effort pour protéger et conserver cette diversité. Pour M. Ngirente, il est grand temps que les décideurs politiques africains mettent en place des mesures et des stratégies fortes pour s'assurer que la dévastation de notre riche biodiversité soit stoppée. Le mois dernier, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a tenu des négociations sur le projet de traité de la COP 15, visant notamment à désigner 30% de la superficie terrestre et des océans de la Terre comme zone protégée d'ici 2030. Car les menaces interconnectées de la perte de la biodiversité et du changement climatique sont une urgence planétaire. Selon le dernier rapport Protected Planet du Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature des Nations Unies, seuls 17% des habitats terrestres et environ 7% des zones marines étaient protégées en 2020. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, selon les experts de l'ONU, et le réchauffement climatique est en passe de rendre invivables de vastes pans de la planète. Le président Joe Biden a ouvert mardi la voie à des sanctions contre les pays qui emprisonnent injustement des Américains et a ordonné des avertissements de voyage plus détaillés. Cette décision intervient après une large couverture médiatique de la détention en Russie pour trafic de drogue de la basketteuse américaine Star Brittney Griner, dont l'épouse avait accusé M. Biden de ne pas en faire assez pour parvenir à sa libération. Le décret signé par Joe Biden autorise les agences gouvernementales à imposer des sanctions financières ou des interdictions de voyager aux fonctionnaires étrangers ou aux auteurs non étatiques impliqués dans des détentions injustes d'Américains. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Pendant un demi-siècle, le droit à l'avortement aux États-Unis était enraciné dans le 14e amendement de la Constitution, adopté après la guerre civile pour garantir l'égalité des droits à tous après l'esclavage. Maintenant que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit à l'avortement, les critiques affirment que les femmes pourraient à nouveau être forcées de se reproduire comme les esclaves l'étaient. Véronica Balderas Iglesias de la VOA examine la question. Le point avec Ginny Niwa. Attention, cet élément contient des images qui peuvent choquer. Mettre fin au travail forcé des Noirs n'était pas le seul objectif du 13e amendement de la Constitution américaine qui a aboli l'esclavage en 1865. Le Congrès a également voulu mettre un terme aux abus brutaux sur les femmes esclaves, selon Michelle Goodwin, experte en droit constitutionnel à l'Université de Californie à Irvine. Il était très bien compris et en fait débattu et articulé par les membres du Sénat qui ont mené la campagne pour le 13e amendement qui abolissait la servitude reproductive involontaire des femmes noires où elles étaient forcées de porter des enfants qu'elles ne voulaient pas, toujours ou le plus souvent dans les conditions d'agression sexuelle ou de viol. Le 14e amendement a poussé la liberté un peu plus loin en 1868, exigeant une protection égale devant la loi pour tous. Et en 1973, cette promesse du 14e amendement est devenue le fondement juridique du droit à l'avortement jusqu'au mois de juin 2022, lorsqu'une majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis l'a annulé. Le juge Samuel Alito a écrit, je cite, « Un droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions nationales. » En fait, l'avortement était illégal dans la plupart des États lorsque le 14e amendement est passé, a déclaré Alito. Les critiques soulignent que cela ignore les leçons amères de l'esclavage et les disparités qui existent entre les États. La décision du tribunal a confirmé une interdiction du Mississippi sur les avortements après 15 semaines de grossesse. Désormais, les États peuvent définir leurs propres règles. On s'attend à ce que plus de la moitié interdisent ou limitent sévèrement l'avortement. Les défenseurs du droit à l'avortement affirment que les États avec un taux de pauvreté élevé et les populations minoritaires ont le plus à perdre. Les femmes pourraient être forcées de mener à terme une grossesse non désirée ou être poursuivies pour avoir voyagé dans un État où l'avortement est légal. Le Mississippi est entouré d'États qui interdisent ou interdisent bientôt l'avortement. Nous n'avons pas les mêmes droits dans ce pays. Nous devons être très clairs là-dessus. Il y a des États qui parlent maintenant de poursuivre et de criminaliser les gens pour avoir emmené quelqu'un hors de l'État. Et en parlant, vous savez, de l'avortement autogéré, cela va bien au-delà de l'accès à l'avortement. Il s'agit d'oppression, il s'agit de misogynie. Les militants anti-avortement saluent l'adoption par la Cour suprême du droit des États. Ce n'est pas une déclaration générale disant que l'avortement ne peut avoir lieu. Les électeurs ont la possibilité de voter pour des élus qui soutiennent leurs valeurs majoritaires dans tout l'État et plaident pour une législation qui défend ces valeurs. Les opposants à Roe versus Wade soutiennent que la Cour suprême a finalement réussi en révoquant cet arrêt qui, depuis près de 5 ans, protégeait l'avortement en vertu du 14e amendement. Récemment, le président Joe Biden a signé un décret pour protéger l'accès à l'avortement, y compris par des médicaments. Désormais, les regards sont fixés sur les élections de mi-mandat en novembre, où l'avortement sera un sujet clé.
Un peu de culture à présent. Ils sont nombreux à avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du Festival international de Carthage il y a quelques jours avec un spectacle mettant en vedette des chanteurs, des comédies musicales, de la danse et du théâtre populaire tunisien. L'événement revient après 2 ans d'absence pour cause de Covid-19. Le chanteur reggae ivoirien Alpha Blondy, la chanteuse nigériane Sike et le groupe K-pop Big sont parmi les vedettes prévues pour le festival. Plus de détails avec Blanche Sano. Nous revenons à la vie, nous respirons l'art. C'est le thème de la 56e édition de ce prestigieux événement connu dans toute l'Afrique du Nord et le monde arabe qui revient après l'annulation de 2 éditions 2020 et 2021 pour cause d'épidémie de Covid. Le festival lancé le jeudi 14 juillet par une comédie musicale mise en scène du scénariste tunisien Abdelhamid Bouchak se poursuivra jusqu'au 20 août avec 33 spectacles programmés dans l'amphithéâtre romain de Carthage qui peut accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Je suis très content, je dirais même que c'est un défi. C'est un défi culturel, on doit commencer par les festivités culturelles. Comme ça, on revient à la vie normale, à la vie sociale normale. C'est ça, c'est l'objectif du festival. Des artistes internationaux de gros calibre sont attendus. Le retour du festival est un succès, c'est félicité Youssef Lakdem, directeur de l'établissement de promotion des manifestations culturelles en Tunisie. Je suis hyper contente en fait. C'est une occasion pour changer parce que nous sommes tous passés par une situation qui est très critique. Le directeur a qualifié l'édition 2022 du festival de défi au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, de ses difficultés financières et de la dépréciation du dinar qui ont handicapé le budget alloué à l'acquisition des spectacles. Bien longtemps qu'il est fermé depuis le Covid, c'est très bien que ça a repris. Le festival sera suspendu 2 jours à cause du référendum sur une nouvelle constitution convoqué le 25 juillet par le président tunisien Kais Saïd. Voilà, la vague de chaleur qui a frappé une grande partie du sud de l'Europe est arrivée en Allemagne ce mardi. Les températures ont atteint 38 degrés Celsius à Francfort et 37 à Cologne, alors que les gens essayaient de trouver des moyens de se rafraîchir. Les commerçants et les employés de bureaux de Francfort, la capitale financière de l'Allemagne, ont rempli des bouteilles d'eau aux fontaines publiques, tandis qu'à Cologne, une piscine publique en plein air était le lieu de rendez-vous des vacanciers. Une étude publiée par des climatologues en juin dans la revue Environmental Research Climate a conclu qu'il était hautement probable que le changement climatique aggrave les vagues de chaleur. Voilà, l'eau ça rafraîchit. Ainsi va le monde aujourd'hui. Fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.